Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est en direct à 11 h sur la chaîne Bismart. On parle ici de l'innovation et de la société numérique. Alors, vous êtes peut-être en train de chausser vos skis ou de vous y préparer, c'est le début des vacances scolaires. On est allé voir ce qu'il s'y passait côté coulisses technologiques. Il y a beaucoup de nouveautés, je vous propose de les découvrir dans l'interview. On aura Benjamin Blanc, chef du service des pistes de Vallée des Bellevilles, en visio dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié comme tous les jeudis au débrief de l'actualité. On va parler de la CNIL en France qui annonce des premières mises en demeure à l'encontre de certains sites français utilisant Google Analytics. On parlera aussi de la lettre ouverte d'opérateurs européens qui attendent désormais des décisions fermes pour faire davantage contribuer les grands du numérique au coût d'infrastructures. On parlera aussi évidemment de Facebook qui invente la distanciation sociale déjà dans le métaverse. Et puis ce sera l'heure du rendez-vous sur la diversité. À l'amorçage, on découvrira 2 jeunes startups et on conclura par une innovation qui pourrait remplacer le plastique demain. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, on va parler des nouveautés tech sur les pistes de ski. Alors on est à la veille des vacances scolaires, vacances d'hiver, c'est la haute saison pour les stations de ski. On va voir ce qu'ils préparent du côté des technologies, car non, je ne crois pas qu'il y existe encore un secteur où le numérique et la tech n'a pas engagé sa transformation. Bonjour Benjamin Blanc. Bonjour à tous. Alors, vous êtes le chef de service des pistes de Vallée des Bellevilles. C'est donc sur le domaine skiable de Val Thorens. Qu'est-ce qu'il vous reste là à préparer alors qu'on est à la veille de l'arrivée d'un flux de vacanciers qui devrait être important ? Bon alors rassurez-vous, la saison se prépare dès le mois de juillet en fait, donc on est prêt et fin prêt. Et puis avec cette petite particularité de Val Thorens où on a un taux de remplissage de 83% sur toute la saison, donc de novembre à mai. Donc pour nous c'est tous les jours les vacances. Bon, donc ça y est, vous êtes prêts alors. Vous allez essayer de nous faire voyager quand même un peu pour tous ceux qui ne partent pas et qui ne vont pas voir ça sur les pistes, mais dans les coulisses technologiques, qu'est-ce qu'on peut attendre comme nouveauté ? Alors, cette année, on a mis en place, alors depuis quelques années, mais cette année, c'est vraiment le sommet de ce qu'on a pu mettre en place sur l'accidentologie. Vous savez que c'est un débat qui est au cœur des préoccupations de nos clients avec l'actualité malheureuse. Et donc, depuis quelques temps, on s'est axé sur cette technologie pour comprendre et recenser au mètre près tous les accidents qu'il y avait sur le domaine skiable, avec les horaires bien évidemment de ces accidents, ce qui nous permet de concentrer nos forces, donc les pisteurs secouristes, sur ces zones accidentogènes, ce qui permet de réduire ce sentiment d'insécurité et bien évidemment les accidents également. Donc l'apport du numérique... Ça se concrétise par quoi ? Concrètement, il va y avoir quoi pour mesurer toutes ces zones accidentogènes ? Alors concrètement, tous les pisteurs secouristes qui interviennent sur le domaine skiable de la Vallée des Bellevilles, plus particulièrement de Val Thorens, sont équipés avec leur radio d'une balise GPS extrêmement précise. Donc quand ils arrivent sur les lieux de l'accident, il y a toute une techno qui se met en place derrière et qui balise le secours au mètre près sur un écran qui enregistre tous ces points GPS, ce qui permet chaque semaine de faire un constat avec les équipes sur le terrain des zones où il faut avoir une attention particulière sur le balisage, sur l'information, et physiquement on met des personnes à ces endroits avec les horaires qui correspondent à l'affluence, parce qu'on a des caméras qui comptent le nombre de skieurs et qui ramènent le nombre de skieurs à l'hectare, qui nous donnent donc des informations précises pour aller au-devant de ces afflux et de faire de la prévention et de marquer ces zones avec du balisage pour réduire l'accidentologie. Donc ça, c'est une des motivations majeures et très attendues évidemment du numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui permettraient de fluidifier le trafic des skieurs ? Parce que c'est très encombré pendant les vacances scolaires.
Alors, le domaine skiable des Trois-Vallées est le domaine skiable le plus grand du monde. Donc, l'enjeu, d'essayer de diriger nos clients vers les endroits où il y a moins de monde, parce qu'on peut très très bien circuler sur le domaine skiable sans voir pas grand monde, même pendant les vacances de février. Les gens ont tendance à aller sur les mêmes pistes aux mêmes endroits. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est de dispatcher ces flux de skieurs sur le domaine skiable. Et pour ça, on a la technologie qui s'appelle Skiflu. Donc Skiflu, c'est un peu le Waze des stations de ski. Donc avec ces caméras qui calculent le nombre de personnes à l'hectare en instant T, on arrive à diriger nos clients vers les pistes où il y a moins de monde avec des écrans, avec des smileys et un curseur qui se déplace suivant la fréquentation des pistes pour inciter nos clients à aller plus sur cette piste ou une autre. D'accord, donc une application à télécharger en fait quand on arrive en station. J'ai vu que vous aviez aussi des dameuses hybrides. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la gestion de l'environnement est aussi importante que le numérique. Et puis, quand le numérique nous aide à aller vers la gestion de notre ressource, c'est un plus. Donc, effectivement, toutes les dameuses, donc les 30 dameuses qui gèrent le domaine skiable, qui entretiennent la nuit le domaine skiable, sont équipées d'une technologie qui s'appelle le SnowSat, qui en temps réel enregistre l'épaisseur, là pour le coup au centimètre près, que le dameur a sous ses chenilles. Donc ce qui permet d'étaler et d'uniformiser le manteau neigeux pour que les clients puissent venir prendre du plaisir la journée. Donc cette technologie, elle remonte une data tous les jours sur un écran, ce qui nous permet aussi de gérer la juste neige et de participer à la gestion de toute cette ressource qui est importante pour nous. Et vous parlez de matelas de piste connectés? Alors, vous savez que les matelas de protection qui sont mis en place par les pisteurs secouristes sur le domaine skiable sont suivis en termes de durée de vie, de si ils correspondent à la norme AFNOR que nous devons respecter. Donc, on teste des puces à l'intérieur de ces matelas qui nous permet d'avoir un suivi précis de leur durée de vie et de leur efficacité. Alors tout à l'heure, vous parliez des secours, mais vous n'avez pas évoqué la présence de drones. Je crois que ça va être la première année où des drones vont survoler le domaine. Alors, un service qu'on a mis en place il y a un peu moins de 4 ans, mais effectivement, c'est la première année, cette année, où on a un service avec des dronistes professionnels qui ont été embauchés pour cette mission, c'est-à-dire projeter le drone dans des situations pour avoir des images en direct et prendre les meilleures décisions au bon moment, mais également, ce drone nous permet, avec des haut-parleurs, d'aller porter des messages de prévention sur des clients qui seraient en difficulté ou alors qui seraient dans une zone où on leur recommande de ne pas s'avancer plus pour des risques d'avalanche, mais également d'autres risques qui pourraient leur arriver. Donc oui, le drone participe à ces missions de prévention et c'est une nouvelle technologie et on touche vraiment une techno qui est au début. Et on sent bien que ce drone va pouvoir nous apporter des champs encore qu'on n'a pas encore anticipés. Il va falloir prévenir les skieurs parce qu'après, il y a la question de l'acceptation aussi, hein, de voir des drones survoler les pistes. Alors, bien évidemment, là, je vous parle dans le cadre de missions de sécurité civile. Hein. On n'est pas dans le cadre où on met le drone du matin au soir au-dessus de les têtes de nos clients. C'est absolument pas l'idée. C'est vraiment sur des missions de sécurité civile, des missions où le drone peut sauver des vies. Donc, on n'est pas du tout dans l'observation des flux de nos clients. Ok, alors je voulais juste savoir si du côté des remontées mécaniques, il se passait aussi des choses, des coulisses technologiques qui pourraient nous intéresser. Alors, la technologie des remontées mécaniques, depuis une dizaine d'années, a explosé en termes de débit. Donc, dans les grosses stations, vous avez des remontées mécaniques qui sont extrêmement performantes. Et donc, l'enjeu de la remontée mécanique, c'est avant tout de monter les gens le plus vite possible sans faire de file d'attente et dans des situations de confort acceptables. Et donc, du coup, depuis une dizaine d'années, les remontées mécaniques ont rempli ces contrats
contrat-là. Donc c'est vraiment plus un sujet. Après, on est plus sur la gestion de l'environnement, c'est-à-dire des remontées mécaniques qui ont le moins d'impact possible en termes de consommation électrique, en termes de construction, de débit. Donc ça nous permet, au mieux, avant il nous fallait 3-4 remontées mécaniques pour que les flux puissent être acceptés. Aujourd'hui, une seule remontée mécanique très performante remplace 2 ou 3 remontées mécaniques. Donc on est vraiment sur ces enjeux-là. Bien, merci beaucoup. Je pense que là, ceux qui vont partir skier, ils skieront plus intelligemment, peut-être, avec toutes les informations que vous nous avez livrées. Merci Benjamin Blanc, chef du service des pistes de Vallée des Belleville, domaine de Val Thorens. C'est l'heure de notre débrief dans Smart Tech. On va parler de l'actu tech de la semaine. Alors, avant quand même de démarrer ce débrief, je voulais qu'on prenne au téléphone Issa Kanouté, qui a 23 ans. Il est arrivé en France il y a 6 ans. Il est diplômé en informatique. Et pourquoi je voulais vous le faire découvrir? Parce qu'il lance un appel à recherche de job. Voilà, il cherche une offre d'emploi et je dirais que pour lui, c'est une affaire assez urgente, parce que demain, c'est le jour de renouvellement de son titre de séjour. Donc, on va le prendre en ligne tout de suite. Bonjour Issa. Bonjour. Alors Issa Kanouté, moi j'ai découvert votre histoire à l'occasion d'un reportage dans les maternelles et puis les réseaux sociaux se sont mobilisés aussi pour parler de vous et trouver une solution à votre situation urgente. Parlez-nous déjà de votre spécialité. Qu'est-ce que vous savez faire dans le numérique ? Je me suis spécialisé depuis 2018 quand j'ai commencé mon DUT dans le marketing digital, dans tout ce qui est création de contenu, mise en place de publicités payantes ou gratuits et surtout en SEO parce que j'ai fait un an d'alternance dans une entreprise juridique dans laquelle je participais à la refonte totale du site internet, etc. Et actuellement, je n'ai pas de travail, je cherche un autre contrat pour pouvoir continuer dans ce domaine. Oui, donc c'était chez Captain Contrat pour les citer. Et en fait, vous avez arrêté votre alternance avec eux, c'était en septembre. Et depuis, vous avez travaillé sur des projets blockchain. Je sais que les NFT aussi, ça vous intéresse beaucoup. Quelle est la difficulté aujourd'hui pour vous pour trouver un job? Parce que finalement, dans le numérique, on a l'impression que tout le monde recherche des spécialistes du marketing. Alors, moi, j'ai une difficulté, c'est-à-dire que j'ai un titre de séjour temporaire qui ne me permet pas d'avoir un contrat, un CDI, on va dire. Alors que dans mon domaine, en général, les entreprises cherchent des CDI. J'ai pas mal d'entretiens qui me proposent des CDI, mais après, derrière, ils ont peur parce qu'avec mon contrat, avec mon titre de séjour, ils sont obligés de payer 1 000 € auprès de la directe pour m'autoriser à travailler dans leur entreprise. Du coup, c'est un peu un frein pour les entrepreneurs parce que de payer 1 000 € pour embaucher quelqu'un, etc., c'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à faire ça. Et du coup, c'est ça qui me bloque, entre guillemets, pour trouver un travail jusqu'à présent. Bon, et donc ça fait 6 ans que vous êtes en France, vous avez fait votre scolarité ici, vous êtes en train de valider votre dernier module de DUT. On espère que votre appel sera entendu et que peut-être quelqu'un qui nous regarde vous fera une offre d'emploi. Comment on fait pour vous contacter, Issa Kanouté? Pour me contacter, c'est très simple. Vous pouvez me rejoindre sur mon adresse mail issadia14@yahoo.fr. Ah bah non, ça c'est pas si simple alors. C'est pas si simple. Moi, je pense que le plus simple, c'est peut-être de vous envoyer un message sur LinkedIn. Ouais, effectivement, c'est plus simple, exactement. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Et puis vous pourrez donner votre adresse mail à ce moment-là. Issa Kanouté, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur et j'espère que ça va bien se passer demain pour vous. Alors on enchaîne. Bon, si jamais vous avez de la place pour un jeune dans le marketing digital, il est talentueux, il a une histoire incroyable qu'on n'a pas le temps de raconter, puis c'est pas tellement le sujet de l'émission, mais je vous engage à le contacter. Les sujets qui nous intéressent dans l'ActuTech, on va les commenter donc avec Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, et Christophe Aulnet, senior advisor chez Apax Partners. On commence avec cette décision importante de la CNIL qui considère que l'usage de Google Analytics, qu'on croyait tout à fait banal, représentait une violation du règlement européen sur la protection des données personnelles. Le problème en fait, c'est le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis depuis qu'a été invalidé le cadre qui le permettait.
Google Analytics, ça permet en fait aussi de mesurer leur trafic, de voir d'où viennent les internautes qui vont sur leur site. C'est quand même un outil indispensable. C'est la lésille économique. À la mesure où ça existe, ça marche très bien, tout le monde s'en sert sans faire attention aux risques potentiels. Donc moi, ça fait déjà quelques jours que j'ai mis l'équipe sur les alternatives. Alors vous avez raison, parce qu'il y a des alternatives, et puis sinon, c'est mise en demeure. Hein. Exactement. Christophe Holnet. Oui, effectivement, Google Analytics, selon les statistiques, est utilisé, je crois, par près de 60% des entreprises. C'est un outil gratuit, très facile, qui est devenu une sorte de standard du marché. Comme vous le dites, justement, les gens l'utilisent et c'est devenu un standard. Je crois que ce qui est un peu ennuyeux, je trouve, dans le contexte tel qu'il est là, c'est qu'on s'attaque, c'est pas Google qui est attaqué, mais c'est le site web qui est mis en demeure de ne plus utiliser cet outil-là. Et le risque qu'on a, c'est de voir un certain nombre de sites web français, parce que tous n'auront pas forcément l'agilité que vous avez pour utiliser un nouvel outil, et puis c'est parfois très très ancré dans les modes de fonctionnement des entreprises. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des sites de e-commerce qui vont être peut-être empêchés d'utiliser l'outil et d'autres qui pourront le faire. Donc en fait, alors que la racine du problème, c'est finalement cet accord transatlantique autour du Privacy Shield et la décision de la Cour de justice européenne qui a dit, bon finalement, je résume, le RGPD, il y a un certain nombre de lois en Europe qui protègent la donnée personnelle. Autrefois, on pouvait transférer les données aux États-Unis car les États-Unis étaient considérés avec le Privacy Shield comme un endroit qui avait plus ou moins des règles équivalentes. Et là, c'est fini. On considère qu'ils ne sont pas assez protecteurs. Donc, on n'a pas le droit d'envoyer les données. Mais c'est c'est ça le fond du problème. Donc, il faut qu'on puisse rétablir cette solution-là. Sinon, on va ouvrir une boîte de Pandore. Parce que je vous fais l'histoire. Derrière, c'est Azure, c'est Google Cloud, c'est tout. Et on va demain. Alors, est-ce qu'on est vraiment prêt à interdire aux entreprises d'utiliser ces outils-là ? On risque de se ridiculiser si on agite une menace qu'on n'est pas capable d'exécuter jusqu'au bout. C'est un peu parce que la semaine dernière, Facebook, on a découvert que dans les documents qu'il présentait au marché financier, il y avait une petite ligne sur attention, ça va devenir compliqué de travailler en Europe parce que justement il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui répond à ces besoins de transfert de données entre l'UE et les États-Unis. Les géants du numérique sont bien au courant du problème. L'Europe doit le régler, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que là, vous avez raison, on pénalise des sites qui sont des utilisateurs. Alors pour l'instant, on n'a pas la liste d'ailleurs de qui véritablement est mis en demeure, mais visiblement, ce sont des commerçants français. Donc, si la liste est... j'ai pu la lire. Oui, voilà, moi aussi, mais je n'ai pas vérifié, donc, parce qu'elle n'a pas été communiquée officiellement par la CNIL, donc je pense que ça ne sert à rien de donner les noms. Oui, d'accord. Et en plus, visiblement, il suffit qu'une plainte soit portée pour qu'un autre site soit mis en demeure. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Je vous suis sur le fait qu'effectivement, on ouvre une boîte de Pandore. En même temps, si on ne fait rien, on continue l'existence, c'est-à-dire qu'on est vassal, l'Europe est vassale de l'Amérique d'une part, de la Chine d'autre part. Donc à un moment, il faut bouger. Et quand on bouge, c'est sûr, toutes les révolutions, elles ne se sont pas faites dans la joie et la bonne humeur. Sur Google Analytics, sur ce petit schéma, alors nous on a de la chance, on est une start-up, donc plus facile pour nous de bouger et d'être agile, mais il y a des solutions. Donc ça va prendre le temps que ça prendra. 1 mois de mise en demeure est un peu court. Je suis sûr que si on va voir la CNIL en disant j'ai pris les actions, ça va me prendre 3, 4, 5 mois plutôt qu'un, mais c'est parti. Il y a matière à négocier, je suis sûr. Mais moi, je trouve excellent, une très bonne idée de dire il y a des alternatives européennes, mettons-les en place. Quand même. Alors, la vertu, c'est effectivement qu'on découvre qu'il y a des alternatives. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait même une liste. En fait, la CNIL tient une liste officielle d'outils qui sont validés, qui respectent le règlement européen sur la protection des données. Donc, ça va mettre en lumière, c'est très bien, ces acteurs-là. Mais enfin, il y a quand même la liste de la CNIL, c'est sous réserve d'une utilisation qui reste encadrée. Bon. Faut regarder. Il y a quand même toujours des petites lignes. À la place on serait plus fort si les CNIL européennes et l'instance européenne qui représente les CNIL agissaient de concert. Encore une fois, on a une force, je suis tout à fait d'accord, sur le fait de pousser les alternatives et de faire en sorte surtout que ces plateformes dominantes n'empêchent pas d'autres innovations d'exister. Donc je suis 100% d'accord avec ça, mais ma conviction, c'est que ça ne peut fonctionner que si l'Europe
se montre forte et quelque part valorise ces 440 millions de consommateurs. Exactement. Parce que tout seul, avec nos 50 millions par site, 20 millions par là, 60 millions par là, on ne fera pas le poids, alors qu'on a une opportunité. Et donc, je crois que c'est plutôt... Mais pour l'instant, l'Europe n'a pas trouvé la solution. À ce stade-là, oui, mais bon, voilà, il faut pousser. La moyenne, au contraire. Donc, je pense non, mais je veux dire, sur l'encadrement de ces transferts de données, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Non, bah oui, mais donc faisons en Europe. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas le choix, visiblement. Bon, enfin, on fait un truc un peu entre deux, quoi. Oui, mais bon, il faut négocier. Non, mais c'est vrai. Pour l'instant, il y a une sorte de vide juridique, et pour l'instant, la responsabilité pèse sur les petites boîtes, quoi. Mais c'est pas grave, moi, je suis prêt. Enfin, si on était dans un autre cas de figure, je serais prêt à aller voir les clients en disant regardez, j'ai bien compris, j'ai pris votre liste, j'ai topé lui, je vais y aller, ça va me prendre 6 mois. Ça vous va? Allez, on continue. Encore David et Goliath. Enfin là, le petit est assez grand quand même. C'est une lettre ouverte des opérateurs européens qui s'adressent aux grandes plateformes de contenu. Elles veulent en fait que ces plateformes contribuent davantage, de manière plus proportionnelle au coût de l'infrastructure numérique européenne qui supporte leurs services. Alors cette lettre, elle a été signée par Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone et Orange, donc Stéphane Richard encore, et publiée dans le Financial Times en tout début 2 semaines. Vous l'avez lu, cette lettre? Oui. Moi, non. Ça vous semble justifié? C'est un serpent de mer qui revient régulièrement, c'est-à-dire faire payer aux acteurs du contenu le coût de l'infrastructure. Bon, il y a une brèche qui s'est ouverte en Corée, puisqu'il y a eu un énorme problème avec Squid Games qui a été utilisé très largement. Le succès de la série télé sur Netflix a fait exploser les compteurs des opérateurs. Ils n'ont pas réussi à faire une continuité de service. Absolument. Et la présidence française de l'Union européenne redonne un peu espoir sur le fait de pousser cet aspect-là. Mais bon, moi je suis là... en l'occurrence, assez sceptique sur le fait que ça puisse aller au bout, parce qu'il y a plusieurs sujets derrière. Il y a la neutralité du net, qui est quand même quelque chose à laquelle tout le monde est particulièrement attaché. Et voilà, donc on se retrouve dans une situation où la neutralité du net risque d'être mise à mal par le fait que des opérateurs pourraient passer des accords privilégiés. Bon. Si on demande... Alors là-dessus, il y a quand même quelque chose dans la lettre qui dit justement attention, si on ne passe pas d'accord, nous on ne pourra plus fournir le même service, la même qualité, et donc on aura une Europe avec un web dégradé. Donc on aura déjà une sorte de fin de neutralité. Oui, c'est un risque potentiel, mais bon, je crois qu'il y a une grosse différence entre l'Europe et les États-Unis, ou même la Chine. Aux États-Unis, il y a 4 opérateurs. En Europe, il y en a 80. Donc la capacité à pouvoir négocier, encore une fois, face aux géants est compliquée. Mais je crois qu'il y a aussi derrière le fait que s'il y avait un paiement qui a été fait par les acteurs de contenu, est-ce que l'argent serait vraiment utilisé pour l'upgrade des infrastructures télécoms, ou elle serait juste utilisé pour améliorer les économiques, parce qu'aujourd'hui, ils se payent tous de leur marge. Donc on verrait peut-être ça arriver, alors ce qui serait évidemment très mal perçu en France, ça serait redonné aux actionnaires. Ce serait en fait pour améliorer les marges d'exploitation des opérateurs. Donc, parce que l'argent, voilà, c'est fongible, on ne peut pas vraiment déterminer. Donc je crois que le débat va exister à nouveau. Probablement, ça va simplement pousser les acteurs publics à donner un peu plus de milliards et de financement pour l'upgrade et puis pour les plans fibres, les plans 5G, ce genre de choses. Mais que les Google, Netflix et compagnie ne vont pas forcément mettre la main à la poche. Ce qui note quand même, ce qui est intéressant, ce qui est vrai, c'est que le trafic de données a augmenté de près de 50% chaque année, là. Oui. Dernièrement, et ils disent que la situation, elle est plus viable. Enfin, je veux dire, c'est un discours quand même très alarmiste de la part des opérateurs. Oui, si on remet les choses à plat, Internet aujourd'hui, 2/3 du débit, c'est du streaming. Donc c'est de la télé. Voilà. Et là-dedans, un quart... Et de plus en plus en haute définition. Voilà. Et demande beaucoup de ressources. Un quart et la moitié de ça, c'est Netflix. Donc s'il faut viser, il n'y a pas besoin de viser très longtemps pour trouver les bons acteurs. Après, quand même, si on regarde dans le détail... Et ils disent que c'est d'ailleurs 70% du trafic de données sur les réseaux qui est opéré par une poignée de... Par le streaming, voilà. Netflix 1, Disney 2, Amazon Prime 3. Voilà. Et puis après, vous avez des petits, malheureusement, les Européens sont bien derrière. Alors quand même, si on creuse un peu, ça ne date pas d'aujourd'hui le problème des réseaux. Et si vous prenez les grands, les très grands, enfin Netflix en particulier, ils sont déjà en train de travailler avec les opérateurs parce qu'ils installent leurs baies au cœur des réseaux. Et c'est quoi leur job? C'est de réduire l'empreinte qu'ils ont sur le réseau. Moyennant quoi,
parce qu'ils ont quand même des contrats avec ces opérateurs télécoms, moyennant quoi, leur objectif, c'est de baiser le prix du contrat et de prendre de la valeur ajoutée dans la manière dont on gère un réseau. La manière dont on gère un réseau, normalement, c'est le propre d'un opérateur télécom. Donc, on voit bien qu'on est dans une guerre à deux niveaux. Il y a la guerre de façade qui dit à la fin, faut bien des infrastructures. Je dis, moi, je la paye quand même. Mon Internet, je le paye déjà. Bon, et Facebook et Google créent leur propre infrastructure. Aujourd'hui, ils tirent des câbles sous-marins. Ils font le transatlantique et vers l'Asie. Mais donc, aujourd'hui, moi, je paye déjà mon infrastructure, peut-être pas assez cher. Je la paye surtout pour voir des films. Alors, ce serait effectivement pas mal si j'avais dans mon décompte le fait que je paye surtout pour voir la télé. Ça me rendrait... Parce qu'Internet, tout le monde dit c'est génial, c'est l'accès à tout, mais on regarde la télé. Ramener à des choses un peu concrètes. Et donc ça, c'est la façade. Et dessous, il y a des guerres technologiques sur comment les opérateurs de streaming prennent le contrôle des opérateurs télécoms. Bien sûr, c'est grave. Ça, c'est une concurrence. Et c'est encore des acteurs européens là, qui se retrouvent donc fragilisés. Visiblement, aux États-Unis, il y a la Corée où ça bouge, mais aux États-Unis aussi, les décideurs vont vers un service universel qui serait financé par les plateformes numériques. Donc peut-être que ces décisions en dehors de l'Europe vont inspirer l'Europe. La notion de bien commun, à la fin du fin, on a parlé, Emmanuel Macron parlait de bien commun la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur le numérique, c'est à la limite une fréquence d'un bien commun, qu'elle soit sur une fibre ou qu'elle soit en l'air. Ça pourrait être un fléchage, entre guillemets, d'une taxe GAFA, une nouvelle taxe GAFAN, puisqu'il faut que j'ajoute Netflix, effectivement. Puis maintenant, comme ils changent tous de nom, en fait, ça ne veut plus rien dire, GAFA, mais... Oui. Alors justement, ça ne va pas s'arranger quand on va passer au métavers, puisqu'on va devoir avoir besoin encore plus de ressources, de calcul, de débit et de gros tuyaux. Et je voulais que vous réagissiez aussi à cette info. Donc, dans son métavers, dans ses métavers, parce qu'il y en a deux horizons, Facebook propose maintenant de la distanciation sociale. Donc, je ne sais pas si on a des images où on voit en fait les avatars qui peuvent appuyer sur une fonctionnalité, une sorte de bouclier personnel. Je crois que ce sera par défaut maintenant. Voilà, alors là on ne le voit pas encore, mais ça sera activé par défaut, tout à fait. 4 pieds, environ 1 mètre, qui correspond à une distance, une espèce de bulle autour de la personne. Notre avatar ne pourra pas être bousculé par des malveillants. En fait, je pense que ce qui se passe avec ce métavers, c'est en fait une hybridation encore plus forte entre le monde virtuel et le monde réel. Et autrefois, on avait d'une certaine façon le monde réel et puis le monde virtuel dans lequel on avait un pseudo. Mais là, on passe du pseudo au jumeau, si je puis dire, c'est-à-dire au jumeau numérique. Et la relation qu'on a avec ce jumeau numérique par les objets transitionnels entre le réel et le virtuel, que sont par exemple les lunettes, les casques de réalité virtuelle, etc., fait qu'il y a une identification effectivement beaucoup plus forte, une sensibilisation. Mais comme de l'autre côté, le monde virtuel a toujours été un monde, et on le voit bien, où finalement il y a une certaine désinhibition, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis un abandon de certaines valeurs morales, ça n'a pas tardé. Il y a eu évidemment des agressions. Ça a à peine commencé. Voilà. Mais parce qu'il n'y avait pas de contrôle social, donc les gens sont libres. Parce qu'en fait, c'est une réaction à des premiers cas de harcèlement d'avatar. Absolument. On est dans un monde libre, donc on se dit pourquoi pas, tout est permis, comme vous dites, il y a des inhibitions totales. Regardez dans les forums Facebook comment les gens se comportent, vous les voyez dans un métaverse, s'ils se considèrent qu'ils sont dans le virtuel, c'est pareil. Comme aujourd'hui, il y a un lien avec le principe du métaverse, d'une hybridation et un lien beaucoup plus fort, une identification aux jumeaux numériques, il y a une sensibilité beaucoup plus forte et il va y avoir des plaintes. Et je ne sais pas comment la justice se saisira de ça, mais c'est pour éviter ça et éviter Facebook qui a déjà quand même pas mal de problèmes d'image et qui essaye de redorer son blason. Il a réagi tout de suite à ça. Et à côté de ça, dans un shoot 'em up, vous acceptez qu'on vous tire dessus, quoi. Ah oui, enfin, c'est pas la même chose. Une agression sexuelle dans le monde virtuel, ça reste quand même différent d'un jeu où on se tire dessus parce qu'on est content, on s'amuse et c'est volontaire. C'est le même avatar. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Je ne sais pas. Plus on personnalise, moi je suis choqué par les shoot 'em up maintenant. Si c'est mon avatar et qu'on me tire dessus, ça doit être un jeu, je me dis... Pourquoi ? Donc, moi, je voudrais ma bulle, même pour les... D'un autre côté, si on va jusqu'au bout et qu'une vague de politiquement correct envahit l'espace virtuel et finalement ne permet plus une certaine créativité, une certaine innovation, etc., c'est un problème. Donc, c'est intéressant. C'est le jeu du cirque, il faut bien un défouloir quelque part.
Alors, en tout cas, Mais encadré. BuzzFeed, C'est les jeux du cirque et puis les romans. aux Des fois. États-Unis a commencé à tester dans le métavers de Facebook aussi à tenir des propos xénophobes, à inciter à la haine, et ça a tout à fait fonctionné. Donc bon. Il va falloir vraiment s'intéresser aux règles qu'on choisit dans ces nouveaux univers. Et c'est pas fini les soucis d'image pour Facebook Meta. Enfin, il faut recréer les règles d'inhibition. Il nous reste 3 minutes. Je voulais que vous aviez un petit clin d'œil sur l'actu, Christophe Honnête, à partager avec nous. C'est l'inauguration du campus cyber. Oui, je voulais me féliciter quelque part de cette initiative, parce que je pense qu'on a souvent parlé en France de la difficulté de mettre les écosystèmes ensemble, start-up, entreprises, écoles, institutions publiques. Il y a eu ce projet. Il est identifié, il y a une réalité avec cette tour de 13 étages à la Défense qui va réunir l'ensemble des acteurs, avec, je pense, une mobilisation très large de l'industrie. Donc je trouve que c'est extrêmement positif, particulièrement au moment où les menaces cyber sont plus que jamais d'actualité. Pas seulement pour les grandes entreprises qui sont peut-être un peu plus sensibilisées, mais notamment, j'espère qu'il va y avoir des actions extrêmement fortes en faveur des PME qui aujourd'hui ne sont pas sensibilisées, ne se rendent pas forcément compte, alors qu'il y a près de la moitié des entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Et donc, il est plus que jamais important de voir émerger à la fois des outils préventifs et des task force réactifs sur quoi travaille le gouvernement, mais aussi tout cet aspect préventif autour de la cyber, parce qu'il devient aujourd'hui extrêmement difficile pour une PME d'être protégée ou d'avoir une assurance cyber. Les primes ont complètement explosé, donc il faut absolument se préparer à ce monde. C'est un risque létal majeur et qui doit être pris en compte. Oui, puis alors sur les assurances cyber, donc maintenant c'est terminé, on ne sera plus du tout assuré en cas de demande de rançon. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution de secours, de rechange. Et ces campus, ça apporte quelque chose d'un peu créatif, puisqu'on va mêler plein de gens très différents pour travailler autour d'une même problématique. On a le temps de dire un mot sur Facebook News aussi, lancé en France. Je voulais un peu avoir votre sentiment là-dessus. Ils se sont mis d'accord. Il y a un accord maintenant entre des médias et Facebook pour diffuser un fil d'information. Ouais, non, mais voilà, c'est très bien en fait. Et j'ai vu que Google a fait pareil avec l'AFP, un accord spécifique. Mais Facebook, c'est plus large. C'est l'ensemble d'une association de journalistes. Donc, ça fait longtemps qu'on en parlait. En fait, les grands, Google et Facebook, captent toute la pub digitale. Toutes. Et 100% de la croissance. Et les autres ne font que chuter. Donc ça ne peut pas durer comme ça. Ce qui veut dire que si un titre de presse qui vit en partie de la pub ne peut plus se rémunérer comme ça, il faut que le gars qui vit de la pub lui rémunère une partie de ses gains. Est-ce que ça ne va pas augmenter la dépendance ? La dépendance à Facebook qui est déjà quand même très prégnante. Mais alors la difficulté, ce qu'ils constatent, c'est qu'aux US où ça marche déjà, 88% des clics sur un titre de presse viennent de Facebook News, pas de la page Facebook de la presse. Autrement dit, Facebook fait juste son job d'améliorer la relation entre ses clients, 2 milliards et quelques, et ses fournisseurs de contenu, en créant un truc qui marche bien et en rémunérant un peu. C'est une vraie dépendance, je suis d'accord, mais... Très rapidement... Non, ça renforce... cette position d'intermédiation dans laquelle est Facebook et la domination de la plateforme pose évidemment des questions de régulation. Qui décide c'est qu'il y a une fake news de ceux qui ne l'est pas? Qui sont les journalistes et les médias acceptables? Aujourd'hui, on fait confiance. Oui. Ils sont dans une position extrêmement forte, mais aussi qui n'est pas sans poser de questions de régulation. C'est pas un mariage si facile, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, et Christophe Holnet, senior advisor chez Apax Partners. On se retrouve après une pause. On va parler de jeunes startups issues de la diversité. Et vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation de la société numérique. On est en direct sur la chaîne Bismart. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans par une entreprise brestoise. Et il pourrait remplacer le plastique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage avec Chloé Sebag, responsable de la communication de Diversity Days. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Alors ici, on met en avant des profils de la diversité et qui ont besoin vraiment d'un coup de pouce
pour leurs jeunes entreprises. On va commencer avec Fatoumata Sylla, qui est la fondatrice de Toc et Miam. Oui, alors Toc & Miam, c'est une application qui permet de faire des rencontres autour d'un bon dîner, d'un bon repas, alors sans étiquette. L'objectif, en fait, c'est de se rencontrer. C'est pas comme un speed dating ou quoi que ce soit, c'est vraiment de favoriser le lien social et de permettre les rencontres entre des personnes soit d'une même région, soit étrangères. Toc & Miam, donc. Toc & Miam, exactement. Ok. Et alors, sa fondatrice, quelle est son histoire? Alors Fatoumata, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé dans son enfance. Et puis finalement, à l'adolescence, elle s'est installée avec sa famille à Besançon. Là-bas, elle a commencé à travailler dans le secteur de l'agroalimentaire. Elle y a travaillé pendant 5 ans. Elle a jonglé aussi avec un engagement associatif. Elle était bénévole à la Croix-Rouge, bénévole aussi chez SOS Amitié. Elle s'est rendue compte que le lien social, c'était absolument déterminant, que c'était vital. Et ensuite, quand elle a quitté son job, elle louait son logement Airbnb. Elle a commencé à organiser un peu ses petits dîners pour favoriser les rencontres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit « Ok, il faut que ça se passe pour tout le monde, ça. Il faut que ça puisse être répliqué. » Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Toc & Miam. Donc maintenant, c'est une food tech. Exactement. Et donc, quelle est la suite de son histoire? Alors aujourd'hui, il y a une double ambition, une ambition internationale qui est déjà bien embarquée puisque l'application est disponible dans 12 pays, ce qui est quand même un chiffre. Et puis, il y a aussi une ambition sociale. En fait, ce que me disait Fatoumata hier, c'est que justement, son objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des personnes qui ne sont pas forcément toujours invitées à la table, qui puissent participer en ayant par exemple un financement de la part de ceux qu'elle appelle les tocs et les miams, donc ceux qui cuisinent et ceux qui sont reçus, avec par exemple 1 euro de chacun. On pourrait avoir une personne qui n'aurait pas forcément été là, n'aurait pas forcément été sur l'application, qui peut participer au repas comme tout le monde. Donc hyper engagée. Elle a besoin de quoi alors, la start-upeuse qui nous intéresse là aujourd'hui? Alors, je crois qu'elle a besoin de temps. C'est une jeune maman, elle est hyper active, il y a déjà ça. Il y a aussi besoin d'investissement, parce que comme beaucoup de startups, elle a besoin de fonds et elle a besoin d'un investisseur qui soit engagé, qui s'implique avec elle. Voilà, il y a aussi besoin de bêta-testeurs, puisque elle n'est pas seulement engagée, elle est dans une logique d'amélioration continue, constante. Et du coup, voilà, elle a besoin de personnes qui vont venir tester et lui dire ce qui marche pas, pour continuer d'avancer. Alors, on passe à Simbara Issirou, qui est le cofondateur et le patron d'Adcoin. Exactement. Simbara Issirou, du coup, qui a fondé Adcoin en partant d'un constat, c'est que finalement, il y a un peu tout le monde qui prend sa part du gâteau dans le milieu de la publicité, mais pas l'utilisateur final. En fait, Adcoin, c'est une application qui va favoriser le fait que pour les annonceurs, on va avoir quelque chose de plus ciblé, mais finalement que pour l'utilisateur final, il puisse recevoir une rémunération en recevant des publicités. Donc, c'est assez original comme concept. C'est pas du tout lié au Bitcoin? Pas du tout. Par contre, il y a un lien avec la blockchain. Il y a un lien avec la blockchain, c'est-à-dire que les jetons en fait, qu'on gagne, ils sont sécurisés sur la blockchain? Non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est une sécurisation, mais plutôt pour l'annonceur. Et c'est aussi une sécurisation pour la personne, pour l'utilisateur final. C'est un public qui est plutôt étudiant, qui est visé. C'est des personnes qui vont recevoir donc ces publicités et pour qui ça va représenter un complément de revenu parce qu'on est sur, en fait, en téléchargeant par exemple l'application sur votre téléphone, vous pouvez gagner entre 30 et 50 euros par mois, ce qui est non négligeable. En fait, pour un étudiant, c'est un peu comme un babysitting, mais sans les cris, sans l'agitation. Voilà, donc c'est... Et Simbara Issirou, alors c'est parce qu'il était étudiant et qu'il avait besoin d'argent qu'il a lancé cette idée? En fait, quand il était étudiant, il galérait parce que, en fait, il avait des petits jobs à côté de ses études, il y avait le logement à payer, etc. Il s'est dit, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il a travaillé dans la publicité, donc il avait déjà cette expertise-là. Et puis il s'est dit, ok, on va se lancer là-dessus. Il a rencontré son cofondateur il y a 1 an. Et aujourd'hui, ils sont en train de lancer ça. L'application, elle n'est pas encore sortie. Hein, elle va sortir dans quelques jours. On peut d'ores et déjà s'inscrire sur adcoin.fr et faire partie donc, des premiers à profiter de tout ça. Et alors, il la voit évoluer comment? C'est quoi son ambition? Alors, il a une ambition chiffrée déjà, qui est de 40 millions de chiffres d'affaires par an. Donc, c'est une belle ambition. Et puis, il y a aussi l'ambition de recruter du monde, d'avoir une entreprise qui grandit. Donc, voilà. D'accord. Et donc, pour ça, j'imagine, donc, il a besoin quoi? D'investisseurs? Aussi, pas seulement. Il a besoin de personnes qu'il va recruter, donc principalement des sales et des développeurs. Et puis, il a besoin aussi d'élargir sa communauté, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes entendent parler d'Adcoin, et surtout un maximum d'étudiants pour lutter contre la précarité étudiante. Et bien alors, on partagera sur les réseaux sociaux cette chronique, Chloé Sebag. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de la communication de Diversiday, je le rappelle. À suivre dans Smart Tech, c'est notre zoom sur l'innovation. On va voir comment remplacer le plastique par une bactérie.
Alors aujourd'hui, notre zoom quotidien sur une innovation porte sur une manière de nous libérer de la pollution plastique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, effectivement, je vous propose aujourd'hui peut-être un nouveau candidat pour remplacer le plastique et libérer, vous l'avez dit, nos océans. Un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans qui se tenait à Brest et justement il a été présenté par une société brestoise qui s'appelle Polymaris. Alors ce matériau, lui, il s'appelle la BioSeaLite. Il est produit en se basant sur ce qu'on appelle le modèle bactérien, c'est-à-dire le fait de prélever en milieu naturel seulement une seule bactérie sur laquelle on va ensuite pouvoir travailler. Du travail, il en a fallu, puisqu'il a fallu 8 ans pour mettre au point ce nouveau matériau. Et comment a-t-il été fabriqué? Alors c'est là que c'est intéressant. On prend cette seule bactérie dont on ne connaît pas le nom, évidemment, c'est pour secret. aujourd'hui, c'est secret. Okay. Donc on va la chercher dans l'océan, hop, on la fait passer en laboratoire. Et là, on va la mettre en ce qu'on appelle une situation de stress. Donc on va l'isoler pour pousser cette bactérie à faire des réserves, puisqu'elle va être privée de son environnement naturel, privée de toutes ressources. Et à ce moment-là, elle va produire ce qu'on appelle du gras. Et c'est de ce gras que va être issu, fabriqué, ce polyester que l'on va nommer la BioSeaLite en biopolyester sans additifs chimiques pour transformer ce gras. Ce biopolyester, il est entièrement biodégradable et je le précise parce que ça interpelle un peu, on se dit c'est une bactérie, on va le remettre dans la nature. A priori, c'est déjà anticipé ce problème, ce sera biodégradable et inoffensif pour la nature. Et c'est un matériau qu'on peut produire en grande quantité? Oui, c'est l'objectif, effectivement. Il faut de la matière première le plus possible. Donc, c'est ce que s'attelle à faire ce laboratoire. L'objectif, c'est qu'on puisse ensuite l'industrialiser. Donc là, ils en sont à une première étape qui est plutôt raisonnable. Ils produisent déjà entre 25 et 30 kilos par mois de ce biopolyester. Alors, vous allez me dire à la fin, mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut lui donner toutes les formes qu'on veut, à commencer par fabriquer des bobines. L'idée, c'est de faire des filaments pour ensuite utiliser ce biopolyester dans les imprimantes 3D, évidemment. Et on peut, alors, l'entreprise a présenté quelques images, ils ont déjà fait des bols, ils ont fait des cuillères, tout ça avec ce matériau. La seule information que j'ai eu du mal à trouver, c'est quel est le niveau de résistance de ce biopolyester par rapport au plastique. Donc on n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir le bon candidat pour remplacer le plastique. On n'est pas sûr, mais pour ça, il va falloir un peu plus d'argent pour accompagner la recherche, passer à l'industrialisation. La société propose déjà des échantillons gratuits aux entreprises qui sont intéressées pour les appâter un petit peu. Évidemment, on le sait, dans la recherche, c'est extrêmement compliqué de transformer de bons résultats scientifiques en une épreuve industrielle. C'est l'objectif de la société aujourd'hui Polymaris. On peut être plutôt optimiste en se disant que ce sommet des océans aura donné un beau coup de projecteur à une innovation française. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre encore et encore sur les réseaux sociaux, le web, la chaîne Bismart et en podcast, bien évidemment. On vous donne rendez-vous demain pour le rendez-vous Smart Space qui sera en édition spéciale sur le sommet européen du spatial. Et dans la grande interview, je reçois Éric Larchevêque. C'est une success story en soi. Excellente journée à tous.